Alors, Laurie, tu accompagnes des personnes qui veulent changer de voie professionnelle et tu dis quelque chose qui peut surprendre. En fait, tu dis, la reconversion, c'est souvent un mirage. C'est un mot qui peut paraître très fort. Pourquoi tu dis ça? Alors, les personnes qui me sollicitent, effectivement, elles ont au départ cette idée de se réorienter, de changer de voie professionnelle. Et je tiens quand même bien à souligner que ce sont des personnes qui souvent ont vécu des situations difficiles, comme le burn-out, ou ça peut être aussi du harcèlement moral, par exemple, ou enfin d'autres difficultés de ce genre-là. Et les personnes expriment le fait de se sentir euh, complètement perdu. Et il y a quelque chose qui s'est passé, c'est qu'en fait, avec cette mauvaise expérience, il y a eu un amalgame de faits entre le contexte dans lequel elles l'ont vécu, l'environnement professionnel, et leur métier. Et donc, quand on est dans ces phases-là, on a l'impression, en fait, qu'il faut vraiment changer du tout au tout de métier, parce que c'est le métier, en fait, le problème. Et si on en reste là, eh bien finalement, on peut se diriger vers quelque chose qui correspond pas vraiment à ce qu'on souhaite profondément. Ça, c'est le premier point. Et puis il y a aussi un autre aspect, c'est que quand on va pas bien, on a tendance à voir que les aspects positifs d'une autre situation professionnelle. On voit pas l'ensemble des choses, on est focalisé sur le positif. Donc forcément, on a une vision qui est un peu idéalisée. Même si on rencontre des personnes, si on échange, si on a ce focus-là en tête, le positif, on va voir que ça. Donc même si la personne, au fur et à mesure des échanges, vont donner des informations qui normalement devraient un peu euh, limiter cette vision, enfin en tout cas nous ramener vers quelque chose de plus réaliste, on va rester sur ce positif. Donc si on a en tête vraiment cette nouvelle situation qu'on idéalise, si on la matérialise, ben, potentiellement il peut y avoir une désillusion parce qu'il y aura certains aspects que l'on n'aura pas forcément identifiés. Donc il y a vraiment ces deux dimensions, le fait qu'on n'a pas creuser, identifier le pourquoi, qu'est-ce qui n'a pas été dans la situation qu'on a vécue. Et puis, il y a l'autre aspect, donc, d'avoir une vision complètement idéalisée d'autres métiers. Est-ce que ces personnes sont toujours dans la capacité de creuser? Parce qu'on voit bien que ça demande un peu de recul, d'observer la situation. Et comme tu l'as dit, potentiellement, le contexte était extrêmement compliqué, donc il est teinté de plein de choses qui sont douloureuses, négatives, etc. Est-ce que tu penses que c'est facile? Est-ce qu'il y a des choses à voir rapidement pour essayer d'autoriser le fait de creuser un peu la situation? Comment tu vois les choses? Facile. Donc, il y a la différence entre facile et simple, finalement. Facile. Bah, forcément, il y a une charge émotionnelle qui est rattachée à la situation. Donc, voilà, il faut pouvoir en parler. Quand on parle, on peut revivre la situation. Donc, en soi, en ça, ça peut être difficile. Et en même temps, comme on essaye quand même d'aller sur des éléments factuels, donc bien évidemment, on prend en compte ce que la personne elle a ressenti, puisque le ressenti, il est toujours réel. Et en même temps, on revient sur des éléments factuels. Donc vraiment, on prend la situation dans son ensemble avec tous les éléments, les personnes qui sont intervenues, ce qui permet de cartographier. Et en même temps, ce travail-là, au fur et à mesure, ça permet de se détacher émotionnellement de ce qui a pu se passer. Donc, voilà, il faut être juste prêt à parler de la situation. Je dirais, voilà, c'est la condition. Et en même temps, quand on est face à quelqu'un qui va être ben, dans l'accueil, qui va pas juger, qui va pas chercher à minimiser, au contraire, qui va expliquer à la personne que là, de toute façon, quelles que soient ses compétences, quel que soit n'importe qui dans cette même situation, ne pouvait de toute façon pas bien vivre les choses. Donc ça aide aussi les personnes à faire ce travail-là, quoi.
Ok. Et dans ce cas, quand quelqu'un vient te voir et te dit je veux me reconvertir, est-ce que dans la majorité des cas, le vrai problème, c'est le job? Alors, j'ai pas fait d'études pour dire si l'échantillon est représentatif, mais en tout cas, moi, les personnes qui me sollicitent, comme voilà, c'est plutôt des personnes qui ont vécu des situations compliquées. Finalement, je veux dire, allez, sur 10 personnes qui ont exprimé au départ, qui pensaient vraiment que la solution, c'était la reconversion, il y en a que 30% qui vraiment, enfin pour qui la reconversion, c'était ce qui leur correspondait le mieux. Et en même temps, j'ai envie de dire, dans ces 30%, il y a aussi une majorité de personnes dont l'orientation de départ, l'orientation même du choix des études, avait été soit par défaut, soit ça avait été bon, ça revient un petit peu au même, hein, une orientation contrariée, donc c'est-à-dire qu'elles auraient aimé faire quelque chose, mais que pour tout un tas de raisons, ça n'a pas été possible. Ça me donne envie de te poser une question sur faire de sa passion son métier et tout ce que ça implique en fait dans cette logique de reconversion, d'enfin vivre quelque chose qui nous correspond. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ça peut être un piège. Alors, c'est sûr que c'était largement valorisé dans les médias. Après, une passion, quand on l'exerce en tant que loisir, ça n'a rien à voir avec une activité professionnelle, sachant qu'en plus, souvent dans ce cadre-là, c'est plutôt les personnes se dirigent vers la création d'une activité. Et là, elle ne voit que cœur de métier. Sauf que quand on crée une activité, surtout si c'est une activité d'indépendant, on va dire, il va falloir seul avoir toutes les casquettes d'un organigramme en fait d'une entreprise. C'est pas parce qu'on est seul que il n'y a pas à avoir la fonction marketing, commerciale, gestion, administrative, financière. Enfin, tous les pôles qu'on a dans une entreprise traditionnelle entre guillemets, on les retrouve même quand on est seul. Donc il va y avoir finalement plusieurs difficultés, c'est-à-dire se former, parce que souvent, même si c'est quelque chose que les personnes pratiquent, il y a toujours un petit peu la question, est-ce que je suis légitime si je fais pas de formation? Donc, les personnes vont faire une formation, donc se former un nouveau métier. Et parfois en occultant que ça va être aussi un autre statut qui nécessite de développer d'autres compétences. Dans ce cas de figure, dans ce cadre-là, est-ce que tu as connu des personnes qui ont transformé leur passion en métier ou qui sont parties dans cette direction-là et qui l'ont regretté après? Oui, moi hein, en particulier, mais pas que moi, puisque c'est finalement quelque chose que j'ai pu voir à travers d'autres parcours. Donc, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais créé une activité en parallèle de mon emploi de DRH. Et, et j'avais, dans cette activité-là, je voyais pas qu'en fait, c'était simplement une bouffée d'air qui me permettait d'équilibrer, de retrouver, de recharger des batteries pour pouvoir exercer mon métier qui était quand même dans un contexte assez particulier. Et donc, à un moment donné, bah, je me suis dit, voilà, ce side project fonctionne bien, c'est quelque chose de très plaisant. Et du coup, j'ai envie de faire que ça. Donc, comme j'avais bien préparé, effectivement, quand j'ai créé vraiment officiellement, enfin, avec un statut à part, enfin, d'entreprise, voilà, finalement, très rapidement, je me suis rendu compte que je ferais pas que ça. C'était bien en complément d'autres choses, mais ça correspondait pas à ce que je voulais vraiment faire. Bon, le Covid est arrivé assez rapidement, qui m'a fait me poser les vraies questions, ce qui a fait que j'ai pu assez rapidement, malgré tout, ben, me réorienter et revenir dans quelque chose qui était euh, dans mon métier initial, mais une autre façon de l'exercer. Tu parlais de side project. C'est quelque chose qu'on voit énormément aujourd'hui et qui est promu sur les réseaux.
qui est mis en avant, qui permet de finalement presque, en sortant de la passion, hein, pas forcément à cet endroit-là, mais qui permettrait de enfin s'exprimer et être soi-même et d'avoir l'activité business qui correspond à qui on est. Tu as vu ça sur toi et je pense que tu dois l'observer aussi auprès de personnes avec qui tu es en contact. Est-ce que tu vois des choses qui se dessinent par rapport à ça? Alors, en soi, le side project, c'est pas un problème. Et bien au contraire, quand on est certain de ce vers quoi on veut se diriger, c'est une très bonne façon de procéder parce que ça permet de progressivement en fait développer son activité pour faire que quand on se lance vraiment officiellement, on en fait son activité principale, on a déjà des clients, enfin une notoriété. Donc en soi, c'est plutôt c'est très bien. J'encourage dans cette voie-là, mais en étant vigilant sur le fait d'avoir au préalable, de s'être assuré que la voie qu'on prend avec ce side project dans l'objectif d'en faire une activité principale, finalement, puisse bien répondre à ce qu'on a envie de faire et que ce soit pas un peu une béquille comme c'était dans mon cas où du coup je me suis pas aperçue que si je devais faire que ça, moi, personnellement, je trouvais ça intellectuellement trop pauvre, en fait, quoi. Donc, après, enfin, voilà, ça, c'était ma situation personnelle, mais j'ai pu le voir aussi sur le fait on investit, on y attache, en fait, des choses qui sont pas forcément... on peut se tromper, en fait. Voilà, quand on dit on s'épanouit dans ce side project, ça peut être vrai ou pas en fait. Et donc c'est là où c'est important d'avoir vraiment fait le travail en amont pour vraiment comprendre déjà qu'est-ce qu'on cherche, pourquoi on le fait. Parce que si c'est pour fuir des situations de travail qu'on a vécues, c'est pas forcément, on va dire, la la meilleure des motivations, parce que bah, l'entrepreneuriat, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Donc, on va être confronté aussi à des aléas, à des difficultés, et sans pour autant avoir de sécurité financière. Donc, c'est vraiment ça. C'est une très bonne chose, le side project, mais en s'assurant au préalable que ce qu'on va développer correspond bien à quelque chose dans lequel on pourra vraiment alors, s'épanouir ou au moins se sentir bien déjà. Parce que parfois, quand on va pas bien, on n'est même pas en capacité de penser qu'on peut s'épanouir dans le travail, mais au moins juste se sentir bien. Et aussi autre chose, si euh, ça peut être aussi important voilà, de bien poser les choses aussi pour repartir sur de bonnes bases, parce que créer une activité, ça va demander beaucoup d'énergie. Donc, est-ce que on est en capacité à ce moment-là à avoir l'énergie à consacrer à ce nouveau projet, quoi. Finalement, on peut faire le lien entre évidemment la reconversion au sens traditionnel, c'est-à-dire on est dans un métier, on change totalement de métier, et le fait de se lancer dans une activité, un projet entrepreneurial, parce que l'idée, c'est d'aller potentiellement à un endroit qui est complètement inconnu et qui devrait être appréhendé comme un projet à construire. Et de ce que j'ai entendu, et tu me diras si c'est ça, c'est que ce projet ne peut pas être correctement posé, anticipé, organisé, structuré si on a ce mélange qui se crée entre le contexte, le métier et d'autres choses qui viennent un peu polluer la décision. C'est ça? Oui, c'est ça. Puis encore une fois, hein, là, on est vraiment dans un contexte où c'est compliqué pour les personnes. Les situations là que j'évoque, c'est pas quelqu'un pour qui ben, ça va très bien dans son emploi, mais que finalement, voilà, l'envie de passer à autre chose. Il a toujours eu, il ou elle a toujours eu envie d'avoir un projet et que ça n'avait pas été possible avant. Euh, Là, on est dans autre chose. C'est vraiment quand on n'arrive plus à voir les choses où tout est un peu confus et on ne sait plus en fait, et c'est là où on peut se raccrocher à quelque chose qui paraît
être bon pour soi et qui potentiellement ne le sera pas forcément ou pas à la mesure de ce qu'on avait pensé, quoi. Est-ce que tu es en train de nous dire que changer de métier ne change rien finalement la plupart du temps au problème, puisque le problème est a priori organisationnel? Effectivement, quand le problème est organisationnel, si on change de métier ou même d'employeur pour retrouver les mêmes modes d'organisation, les mêmes modes de management du travail, forcément, on va se retrouver confronté aux mêmes situations, aux mêmes difficultés. Je crois avoir la réponse, mais je te pose quand même la question. Est-ce que ça veut dire que, quoi qu'il arrive et quelle que soit la situation et l'objectif de la personne qui vient te voir, avant toute décision, il faut absolument poser, alors je vais utiliser le mot diagnostic, mais c'est peut-être pas celui que tu préfères, parce que comment tu vois les choses? Euh, la question, c'est, enfin, l'objectif, quand la personne me sollicite, moi, c'est pour elle qu'elle puisse prendre une décision en toute connaissance de cause. Si on ne fait pas tout ce travail-là en amont, potentiellement, la personne peut s'orienter dans une mauvaise direction. Et sachant que quand on part vers une reconversion, et il va y avoir, alors, souvent, il y a une période de formation qui va être nécessaire. Et puis aussi, il y a quand même une difficulté derrière, c'est pour les personnes qui se réorientent mais qui souhaitent rester salariées, il y a une dimension qui est parfois sous-estimée, c'est la difficulté de trouver un emploi quand on est reconverti. Parce que les entreprises ont parfois du mal. Alors, encore une fois, tout va dépendre du secteur d'activité et puis du niveau de rareté, on va dire, des compétences sur le marché. Mais en tout cas, mais quand même, globalement, les entreprises peuvent être un peu réfractaires à embaucher des personnes qui se sont reconverties. Donc, il y a tous ces aspects-là aussi à prendre en considération euh, pour s'assurer qu'on prend bien la bonne décision en toute connaissance de cause et qu'on ne s'engage pas dans quelque chose qui finalement peut nous mettre en difficulté financière notamment. Et justement, le bilan de compétences est aussi une des solutions qui est proposée dans ce cas de figure, parce qu'on imagine toujours la personne qui fait un bilan de compétences parce qu'elle a besoin de se reconvertir, on viendra dessus après, mais de se reconvertir, alors que là, faire un état de la situation, ça peut être fait par ce bilan de compétences. Oui, oui, tout à fait. Ça peut être fait par le bilan de compétences, hein, parce que tout ce que j'évoquais jusqu'à présent, c'est un accompagnement. Ce sont des accompagnements faits dans le cadre du bilan de compétences. Et on voit que ça ne débouche pas nécessairement sur une sortie du salarié de l'entreprise. Tout dépend du contexte, bien sûr, hein, mais ce n'est pas nécessairement le cas. C'est pas parce qu'un salarié s'engage dans une démarche de bilan de compétences que automatiquement il va souhaiter quitter l'entreprise. Parfois, au contraire, comme par rapport à des situations que j'ai pu évoquer et bien d'autres encore, où l'entreprise finalement se saisit du travail qui a été fait et puis soit procède à des ajustements, soit propose une mobilité interne. Ça peut être des exemples. Une question qui me vient, est-ce qu'il y a un effet générationnel dans tout ça ou pas? Parce que je sais que c'est un sujet qu'on évoque énormément et il y a toujours cette histoire de génération versus l'autre génération. Il y en a une qui est toujours mieux que l'autre, etc., etc., avec tout ce que ça comporte comme discours. Est-ce que tu observes quelque chose à cet endroit-là ou pas? J'avoue que le concept de génération a tendance à largement m'agacer parce que pour moi, ça devient l'argument. Voilà, c'est ma génération, c'est normal, c'est une question de génération, c'est les jeunes, c'est les seniors, enfin voilà. Euh, et on va pas plus loin. Donc voilà, c'est un argument, comme si c'était un argument en soi, sachant qu'il y a des millions de personnes d'une même génération,
on voit bien que les personnes ne fonctionnent pas de la même façon, n'ont pas les mêmes attentes. Enfin, pour moi, ça veut rien dire. Et d'ailleurs, enfin, les chercheurs sont pas forcément bien. Il n'y a pas consensus, en tout cas, autour de ce concept de génération. C'est plus la société qui évolue et globalement des attentes qui peuvent évoluer. Donc, ce qu'on constate qui aujourd'hui est attribué à la Gen Z de plus supporter en fait certaines conditions de travail, euh, il n'y a pas que la Gen Z qui ne supporte plus ces conditions de travail. Par contre, pour quelqu'un qui entre dans la vie active, qui peut-être est encore chez ses parents, qui n'a pas de charge de famille, de crédit ou je ne sais quoi, c'est beaucoup plus facile de dire à l'employeur, ça me convient pas, je pars ou je change, ou enfin voilà, que quelqu'un qui a d'autres contraintes et qui doit penser peut-être à ses enfants, les études des enfants, le loyer à payer, le crédit, tout ça, quoi. Donc, c'est pas une question de génération, c'est une question de la société qui évolue. Parce que quand même, ces dernières années, le travail n'a fait que s'intensifier. Avec l'IA, c'est encore plus. Hein, parce que jusqu'à présent, ce que ça nous démontre, c'est vraiment cette intensification du travail et encore une fois, là où on pensait que ce serait pas possible dans des travails dits plus enfin, voilà, de bureau, l'école blanche, tout ça, que on pouvait pas, la machine ne pouvait pas cadencer le travail de l'humain. Bon, finalement, on se retrouve un petit peu là-dessus, quoi. Donc, euh, donc il y a des évolutions par rapport à ça, par rapport à un contexte économique qui n'est pas forcément très favorable, qui fait que les conditions de travail se durcissent. Et il y a beaucoup de personnes pour qui ces conditions de travail sont difficiles, mais tout le monde ne peut pas ou pense ne pas pouvoir avoir la même latitude et pense ne pas avoir d'autre choix que d'accepter ces conditions de travail-là, quoi. On prend le sujet de l'IA, justement, qui est un énorme sujet. On ne voit pas forcément très clair. Il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questionnements. Est-ce que tu observes quelque chose aussi qui se pose en termes de conditions d'exercice du travail, mais surtout de remise en question de de la valeur profonde d'une personne et de son métier par rapport à tout ce qui implique l'IA? Alors, j'ai une situation, mais finalement, c'était avant l'IA. C'était par contre, une automatisation excessive. C'était une personne qui occupait des fonctions de gestionnaire de paye dans une administration, une grande administration. Et au fur et à mesure des outils qui avaient été mis en place, elle avait l'impression que son métier se résumait maintenant juste à appuyer sur des boutons, éventuellement contrôler ce qui avait été automatisé, mais elle avait l'impression de ne plus réfléchir. Et ça l'a conduit vraiment à un épuisement professionnel jusqu'à d'ailleurs même, je vais dire comme elle l'a dit, elle a pété un plomb, enfin vraiment sur son lieu de travail, quoi. Donc ça, c'était même avant l'IA. Donc potentiellement, on peut imaginer que ce sont des situations qui peuvent se reproduire parce que oui, l'IA, c'est un outil. Le problème, c'est qu'on est dans un système capitaliste où tout ce qui peut faire réduire la masse salariale, c'est toujours une aubaine. Donc, on sait que potentiellement, il va y avoir, alors d'ailleurs, certaines entreprises avaient déjà fait, alors peut-être plus aux États-Unis, mais comment dire, avaient déjà fait des suppressions de postes. Alors maintenant, on nous dit que finalement l'IA était juste un prétexte et que c'était pas ça le fond du problème. C'était juste que, voilà, c'était le prétexte idéal pour expliquer toutes ces suppressions de postes. On ne sait pas vraiment, mais en tout cas, ce qu'on peut constater, parce que
c'est quand même loin d'être en place dans toutes les entreprises en France, hein. En France, on a quand même enfin, beaucoup de PME qui sont déjà même pas encore vraiment digitalisées, donc encore moins complètement à l'ère de l'IA. Mais il y a des entreprises qui sont beaucoup plus avancées sur ces sujets-là. Et le risque, en fait, c'est de devenir vraiment l'esclave, en fait, de cette machine qui donne la cadence du travail. Et plus être dans ce même aussi, d'être dans de oui, uniquement du contrôle et se retrouver un petit peu comme si on était sur une chaîne de production où l'humain est juste là pour faire du contrôle de qualité, par exemple, quoi. Une question pour revenir au thème de la reconversion. Est-ce que finalement, ces nouveaux processus, ces nouveaux modes d'organisation, cette nouvelle technologie qui s'impose à nous à travers l'intelligence artificielle ne va pas nous obliger à presque nous reconvertir dans notre propre métier? Alors, se reconvertir, en fait, tout va dépendre de ce que ça va impliquer comme changement. Euh, Ça peut nécessiter d'acquérir de nouvelles compétences. Euh, Après, c'est pas, oui, voilà, aujourd'hui, on ne sait pas forcément quel va être le réel impact. Là, c'est nouveau, donc forcément, ça part un peu dans tous les sens. Mais peut-être à un moment donné aussi, potentiellement, ça va certainement se réguler, et notamment au vu du risque engendré, qui n'est pas pleinement mesuré aujourd'hui. Donc, il va y avoir en fait toute une phase d'adaptation, de tâtonnement, mais peut-être effectivement dans certains métiers, il va y avoir des profonds changements, et le pourquoi on a fait le métier à la base, peut-être que ce sera plus la même chose. Potentiellement, là, j'ai en tête un un comptable qui aurait choisi son métier pour certaines raisons plus liées vraiment enfin, à l'aspect technique du métier, qui pourrait se retrouver à évoluer plus sur davantage sur la partie conseil, un peu de commercial, des choses comme ça qui pourraient ne plus lui correspondre. Mais là, ce serait pas une reconversion dans son métier, ce serait plutôt sur un autre métier, quoi. Je veux bien qu'on revienne sur un sujet aussi qui est lié à la reconversion, mais tu l'as évoqué, mais on peut peut-être redétailler cette notion que quand on se reconvertit, on ne mesure pas à quel point ça peut condamner des années d'expertise aussi. Et mettre, je vais utiliser cette expression, mettre à la poubelle tout ce qu'on a fait parce que potentiellement le contexte a été extrêmement compliqué et on dévalorise tout ce qu'on a fait auparavant. Est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses justement de cette situation? Oui, c'est vraiment ce que je peux constater. Quand les personnes arrivent et qu'elles souhaitent se reconvertir, ou des personnes qui ont fait la reconversion sans avoir fait le travail en amont, elles rejettent tout. En fait, c'est un package total qu'elles rejettent. Donc, aussi bien enfin, l'expérience, l'entreprise, que les compétences qu'elles ont pu mobiliser dans ce contexte-là. Donc, c'est un rejet total. Elles ne veulent plus, pour elles, c'est plus question de mobiliser de nouveau ces compétences-là, parce que pour elles, c'est forcément rattaché à ces expériences qui ont été compliquées à vivre, quoi. Donc, quelque part, elles peuvent se priver de compétences dans lesquelles, en plus, elles pouvaient être vraiment, enfin, avoir de bonnes compétences, avoir une bonne expertise. Elles peuvent s'en priver dans leurs nouvelles activités, tout simplement parce qu'elles l'ont rattaché à ces mauvaises expériences. Alors, pourquoi, à ton avis, les entreprises préfèrent voir leurs salariés partir plutôt que de se remettre en question? C'est beaucoup plus facile, hein, puisque se remettre en question, globalement, ça veut dire
ça va toucher à la culture d'entreprise, la culture managériale, la gouvernance. Donc, bah, c'est beaucoup plus facile de penser que le sujet, le problème venait de la personne que de remettre tout en question. Donc, voilà pourquoi. Et puis aussi, on est dans un système où, pour beaucoup d'entreprises encore, enfin, si un salarié part, ben, on en recrute un autre et puis voilà, en fait, hein, ça va. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, tous ces éléments font que c'est la réponse la plus simple, bien souvent, de, de laisser partir les personnes et puis de surtout pas chercher à comprendre ce qui fait qu'on en est arrivé là. On met la responsabilité sur la personne, on recrute quelqu'un d'autre et puis ben, ça continue comme ça, quoi. Mais je me permets quand même d'insister, de te demander par rapport à ton rôle d'ancienne DRH. Je pense que ça peut intéresser aussi des personnes qui se posent la question de comment ça se passe côté RH, toutes ces situations-là. Est-ce que tu veux bien nous dire justement, en prenant peut-être des exemples de situations ou des questionnements que tu as eu toi dans ton job, est-ce que tu veux bien partager cette expérience-là? Alors, je suis pas les RH, je suis une RH, donc effectivement, ça sera, je vais partager moi la façon dont j'abordais les choses. Et moi, justement, ma façon, ma vision, c'est d'aller chercher, de comprendre en fait qu'est-ce qui fait que on en arrive à telle situation. Même un salarié, alors je pars un petit peu, je sors un peu du cadre, mais quand on arrivait vers moi en me disant, bah voilà, je voudrais licencier cette personne, ça se passe pas comme ça. Je voulais m'assurer qu'il n'y avait pas à un moment donné, un dysfonctionnement ou une responsabilité organisationnelle qui a fait qu'on en était arrivé à cette situation. Donc, je me suis opposée à, à certains licenciements parce que pour moi, la responsabilité était notamment euh, liée à l'organisation. Donc, c'était vraiment ma façon d'apprendre les choses, c'est bah, de chercher à comprendre quel est le cœur du sujet pour, pour faire en sorte, tout simplement, aussi de faire évoluer les choses. Parce que si on a plusieurs personnes qui commencent à être pas bien et à vouloir penser devoir se reconvertir ou vouloir partir, c'est pas en disant on fait pas on n'accepte pas la rupture conventionnelle parce que sinon, si on commence, tout le monde va vouloir partir. C'est de se poser la question pourquoi les personnes veulent partir. Donc c'était vraiment mon approche qui n'était pas forcément bien perçue, hein. On m'a déjà demandé, un directeur m'a demandé d'arrêter, je reprends ces mots, de remuer la merde. Donc voilà, c'est pas forcément bien perçu quand on cherche à identifier quelles sont les vraies causes des problèmes et bah, de s'y attaquer tout simplement, quoi. Alors, je vais te poser la question qui me vient par rapport à ce que tu viens de dire, c'est qui accompagne les DRH aujourd'hui ou les responsables RH dans ces difficultés où j'imagine bien qu'il y en a beaucoup d'entre eux ou d'entre elles qui, à un moment, vont se poser la question de la reconversion parce que je pense qu'elles aiment profondément leur métier, mais que les conditions dans lesquelles ils et elles exercent leur métier deviennent extrêmement problématiques. Dans des grandes entreprises où il y a un certain nombre, on va dire, enfin, le service RH est composé d'un certain nombre de collaborateurs, bah, euh, enfin, c'est le service RH, hein, parce que de toute manière, il n'y a personne d'autre que le service RH qui prend en considération l'activité des collaborateurs RH.
Voilà. Donc, arrive à un moment donné, quand on est DRH, on est seul face à soi-même. Et puis, il y a aussi, face à sa situation, ce qu'on vit. Et puis, il y a aussi encore beaucoup d'entreprises dans les PME où parfois, il y a qu'une personne qui occupe la fonction de RH au sein de l'entreprise. Donc, il n'y a pas de structure ou de personnes qui veillent aux conditions d'exercice du métier de RH. Même parfois, le médecin du travail ne prend pas la mesure de ce que ça engendre et dans votre visite, hein, qui a tous les 5 ans, le médecin du travail va en profiter puisque vous êtes là pour vous parler de dossiers de salariés plutôt que de vous, quoi. Donc, il y a personne. Et là, on peut que finalement se reposer sur soi-même. Donc, avoir un écosystème de pairs avec qui échanger, c'est important. Mais oui, effectivement, il y a des RH qui ne souhaitent plus exercer leur métier dans les conditions comme ça a été mon cas, quoi. Après, il y a des personnes pour qui ça va très bien, hein. Chacun a, tout le monde n'a pas les mêmes convictions, n'a pas le pourquoi ils ont fait ce métier peut être différent. Mais oui, ça peut être des fonctions sur lesquelles on peut être amené à se poser toutes ces questions-là. Finalement, c'est quoi un monde du travail qui est sain pour toi? Et quand je dis sain, c'est un monde du travail qui ne pousse pas les gens, les personnes à se reconvertir parce qu'elles se sentent totalement inadaptées dans leur contexte de travail ou dans leur entreprise. Pour moi, un monde du travail qui serait sain, ce serait vraiment d'avoir cette considération pour euh, les conditions d'exercice du métier, ce que ça demande aux collaborateurs de réellement de faire, les ajustements aussi qu'il doit réaliser, parce qu'on sait très bien que entre les directives qu'on va donner et les réalités du travail qui doit être fait, il y a tout un tas oui, d'ajustements, d'adaptations, parfois de contournements que doivent faire les personnes. Et tout ça, ça a un coût, parfois physique, mais aussi psychique. Et c'est vraiment en considérant la réalité du travail et en acceptant de faire évoluer ces choses, donc de remettre en question l'organisation. C'est là où on peut mettre en place quelque chose qui permet à chacun d'avoir les conditions pour bien faire son travail et en tirer au moins de la satisfaction et puis pour certains une certaine forme de fierté.